Arracaille pour une émission consacrée à Séraphine Louis, dite de Saint-Lys, et Camille Bombois, dit d'ailleurs. Voilà. Piquet-Cou va tout de suite passer aux choses dites sérieuses en introduction, en vous parlant d'un collectionneur, celui qui a découvert Séraphine Louis, c'est Willem Oude. Voilà. C'est vrai que nous évoquions il y a quelques semaines les marchands d'art. On parlait de Durand-Ruel, de Kahnweiler, d'Ambroise Vollard. Et puisqu'on a décidé de parler aujourd'hui de Séraphine de Senlis, qui serait probablement restée Séraphine Louis sans sa rencontre avec ce collectionneur, la Willem Oude, voici un rapide portrait de ce découvreur qui a fait aussi d'ailleurs se rencontrer Picasso et Kahnweiler. Donc Willem Oude est né en Prusse orientale, sous Bismarck. Il fait des études de droit, mais il ne se voit pas rester fonctionnaire de province toute sa vie, et la vie en Allemagne l'étouffe. Donc il fuit au sud, à Florence. Et c'est la révélation. Il décide d'étudier l'histoire de l'art. Il commence à écrire des romans et des essais esthétiques. Il arrive à Paris en 1904. Il est accueilli par Erich Klossowski, qui est le père de Balthus. Et là, il dit « La beauté est omniprésente », voilà ce qu'il raconte dans ses mémoires. En fouillant dans le capharnaüm de la boutique du Père Soulier, qui est rue des Martyrs, le Père Soulier qui était un ancien lutteur de foire, un ivrogne, comme on dit, qui faisait commerce d'un tas d'objets, qui revendait aux artistes de vieilles toiles qu'il regrattaient ou qui leur achète quelques peintures et dessins, voilà, pour les empêcher de mourir de faim, un peu comme faisait le Père Tanguy. Oude acquiert pour 10 francs un tableau d'un inconnu qui est signé P. C'est une femme à sa toilette. C'est ainsi qu'il va rencontrer Picasso au Lapin Agile et qui lui rend visite au bateau Lavoir. Il dégote aussi chez le Père Soulier un paysage de Dufy. Commence ainsi une collection d'œuvres d'artistes encore inconnus, Braque, Picasso, le douanier Rousseau, Séraphine, et ses seuls guides sont l'admiration et l'instinct. Il ouvre une galerie au 73 rue Notre-Dame-des-Champs à Montparnasse. Il expose Braque, Dufy, Derain, Auguste Herbin, Jean Metzinger, Sonia Terk et Picasso. Sonia Terk, il fera avec elle un mariage blanc pour lui éviter de retourner en Russie et lui qui va lui permettre de cacher son homosexualité. Sonia épousera ensuite Robert Delaunay et est maintenant connue sous le nom de Sonia Delaunay. Il fait se rencontrer Picasso et Kahnweiler autour des Demoiselles d'Avignon et c'est sa rencontre avec Séraphine que nous détaillerons tout à l'heure. La guerre de 14 le dépouille de sa collection, qui est confisquée, avec ses 73 œuvres, qui vont être bradées à Drouot. Il est allemand, il doit fuir la France, il est donc réserviste en Allemagne, mais n'ira pas au front. Il essaie ensuite, dans l'Allemagne de Weimar, de croire à nouveau en l'espoir, en une régénération de son pays. Donc il lutte pour le pacifisme, il s'engage auprès de certains mouvements de jeunesse. Mais l'Allemagne à nouveau devient invivable, seule la France peut l'accueillir. Donc il y revient en 1924 avec le peintre Helmut Kohl, probablement son amant, et recommence à collectionner ce qu'il appellera, lui, les nouveaux primitifs. Donc c'est Vivin, c'est le douanier Rousseau, c'est Séraphine de Senlis, c'est Beauchamp et Bombois. Et en 1942, il fait une exposition de ces primitifs du XXe siècle à Paris, en pleine guerre. Et là, après, son appartement parisien est pillé par la Gestapo. Lui-même parviendra à se cacher, grâce notamment à Jean Cassou, vers la fin de l'occupation. Jean Cassou qui est directeur du musée d'art moderne. Donc il est homosexuel, il est juif, il est collectionneur d'art dégénéré et allemand. Donc c'est beaucoup. Il perd la nationalité allemande suite à la publication de son ouvrage 5 primitifs allemands, sans pour autant que la France lui accorde la nationalité française. Donc il est apatride et il ne reviendra à Paris qu'en 1944 pour y mourir en 1947. Voilà, donc nous, quand on est allé au musée de Senlis voir l'exposition sur Séraphine, il y a un bouquin qui est écrit par Willem Oude qui s'appelle de Bismarck à Picasso aux éditions du Linteau, un livre qui coûte 29 €. Oui, qui coûte 29 €. Et qui raconte toute cette vie de collectionneur, de militant de l'art, quoi. Oui. Non, mais que si vous voulez, j'ai été bouleversé par. On va en parler par le film justement consacré à Séraphine Louis, dite de Senlis, et surtout
à l'interprétation, de Séraphine par une actrice extraordinaire qui s'appelle Dominique Yolande Moreau. Yolande Moreau. Et puis le personnage justement de Oudeux là qui est magnifique. Enfin bon, c'est un film bouleversant. Piquécou vous en reparlera plus tard. Voilà. Se regarde briller dans le miroir glacé de la Seine tranquille. Paris se regarde grandir dans les yeux d'un enfant, dans son premier sourire. Paris regarde s'éveiller ces maisons qui s'allument au matin une à une. Paris se regarde flâner dans le monde inventé par le cœur des poètes. À la ville comme à la Seine, Paris s'habille de poèmes. Paris s'écoute chanter ses merveilles toujours d'une chanson d'amour. Paris, monsieur de la Palisse dirait que chaque année il a 1 an de plus. Paris, quand il se voit poser à cheval sur la Seine, pense qu'il a eu de la veine d'avoir grandi tout doucement autour de Notre-Dame qui lui prête son âme en chantant un jour de gloire. Paris a changé son histoire. Paris qui s'est mis en colère a fait trembler la terre par la voix de Gavroche. Paris qui n'a pas oublié se souvient de tous ceux qui lui ont tout donné. Paris, même s'il a pris du ventre à garder sa jeunesse, il en a à revendre. Paris se retrouve partout et les gens de partout se retrouvent à Paris. Et Paris qui adore les chansons fait chanter tous ses accordéons. C'était Francis Lemarque, Paris se regarde. Voilà. Oui, cette musique de Lemarque, on aime bien Lemarque de toute façon, parce que évidemment, Oudeux adorait la France, Paris, etc., etc., comme cette grande époque de l'art moderne où tous les artistes d'Europe, en tout cas, même des États-Unis, venaient à Paris pour faire leurs écoles. Ouais. C'est un habitué de Montparnasse, du Café du Dôme. Oui, bien sûr, où il rencontrait évidemment. Il faudrait bien insister sur le fait qu'il a quand même fait découvrir les Demoiselles d'Avignon à Canneveller, et c'est avec ces Demoiselles d'Avignon Canneveller est devenu célèbre. Hein. Ça aurait pu être Oudeux. Voilà. Et ça, il faut quand même le dire. C'était un découvreur de talent à une époque où vraiment tous ces artistes qu'il découvrait et qu'il aidait à vivre étaient complètement ignorés des collectionneurs, du grand public, etc., etc., etc. Oh, moi je suis commis à Chablis-Bonbois, hein. Alors c'était un bourguignon. Alors on l'a qualifié de peintre naïf. Bon, pourquoi pas. Mais un peintre naïf qui est connu maintenant internationalement et que les collectionneurs d'art aiment bien. Voilà. Ces toiles se vendent toujours très cher. 15 000 euros minimum. Ouais, on ricane 15 000 euros quand on pense que il y a des Kunz. Lui, c'est des millions. Enfin bon. Alors, il a eu une enfance. Dès l'enfance, il a eu envie de peindre. Comme beaucoup de gens, d'ailleurs. Comme beaucoup de peintres ou d'artistes, il se déclare dès l'enfance. 4-5 ans, comme ça. Mais comme il est issu d'un milieu dit très modeste, c'est-à-dire que son père était marinier sur le canal du Midi, mais pas marinier propriétaire, un marinier, il était employé sur une péniche qu'il occupait tout seul avec sa famille, mais bon, c'est pas le patron, quoi. Voilà. Alors, il est obligé évidemment de travailler très dur, comme tous les enfants de milieu modeste, voilà. D'abord comme valet de ferme, voyons, hein. Puis lutteur dans mon cirque, marin, ouvrier de tunnel au métro de Paris. Voilà, vous voyez les petits boulots quoi que ces gens-là devaient faire pour survivre. Finalement, il obtient un travail de nuit dans une imprimerie de presse. Voilà. Alors ça lui laisse quelques heures par jour pour sa barbouille. Quoi. Il vit comme ça pendant 7 ans.
Voilà. Mais durant cette période difficile, il acquiert quand même un style et une technique bien à lui. Si vous voyez des œuvres de Bois, vous verrez qu'il maîtrise quand même. Voilà. À cette époque, d'ailleurs, personne n'est intéressé par ces tableaux. Vous voyez, c'est pas une époque vraiment. Il y a eu le douanier Rousseau, mais bon. Il est mobilisé comme beaucoup pour la Première Guerre mondiale, mais pas comme beaucoup, par contre, qui sont revenus vivants en tout cas. Il est cité 3 fois pour son courage dans les combats. Ouais, bon. Pour sauver sa peau, c'est mieux. Quand il rentre à la maison, il découvre l'amour de sa vie. Voilà, son épouse, donc chère et tendre, lui a vendu quelques peintures pour quelques francs. Alors évidemment, il est encouragé, mais je le répète souvent ici, à l'occasion de nos blablas sur les artistes, que sans leurs femmes, la plupart du temps, les artistes, ils seraient pas grand-chose, quoi. Ils ont besoin vraiment de leurs compagnes pour les soutenir, surtout moralement, mais souvent aussi matériellement. Voilà. Ouais, toutes ces invisibles dont on parle très peu. Très peu, oui, très peu, oui. Et pourtant, que ce soit des grands peintres comme Picasso sans une femme, il aurait jamais pu faire ce qu'il a fait. Il avait besoin d'une femme qui l'admire, et surtout qui le supporte, parce qu'il fallait seul faire le mec. Enfin, lui changeait souvent, donc. Ouais, il changeait souvent parce qu'il les épuisait probablement, où il en découvrait. Lui, il avait besoin de ça pour créer, quoi. Il avait besoin, c'était son moteur, voilà. Puis il y en a d'autres, c'était plus calme, mais de Chagall à Buffet, en passant par Dubuffet, en passant par beaucoup de, même si vous voulez, une artiste dont on parle beaucoup en ce moment, qui faisait ces grandes nanas colorées, là. Nikit Saint-Phal. Ouais, elle avait un mec aussi, Tinguely. Elle en avait besoin, comme lui, il avait besoin d'elle. Voilà, c'était deux artistes. Ouais. Des artistes comme Pollock qui ont des femmes, des femmes artistes qui s'effacent quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Ou alors où elles sont pas artistes, elles n'ont pas à s'effacer artistiquement, mais quand c'est la femme, un couple d'artistes, c'est souvent la femme qui trinque parce que elle, son mari passe avant elle. Voilà, c'est souvent, voilà, le rôle des femmes dans l'art est absolument majeur, hein. Alors, il revient pourtant à la routine de travailler la nuit et de peindre le jour. Voilà. En 1922, il fait une exposition en plein air à Montmartre. Il y avait un espèce de marché aux croûtes, et il en appelle au jugement des foules. C'est son expression en tout cas. Et l'exposition est un succès. Ses peintures trouvent des acheteurs. Des critiques à ce moment-là et des collectionneurs s'intéressent à lui. Vous voyez, un marché aux croûtes à Montmartre, ça débouche sur ça. Et à 40 ans, le père Bombois atteint enfin son but. Il peut travailler comme artiste à plein temps, artiste à temps complet. Voilà. C'est un bref survol, si vous voulez, de cet artiste quand même maintenant assez connu dans le milieu de l'art, dans les acheteurs, etc., etc. Mais bon. Il faut absolument que vous ayez le courage de vous bouger les fesses. Non, à Senlis, il y a juste une peinture de lui, mais enfin, il y a plein de. Vous pouvez sur le net voir beaucoup d'œuvres de lui. Ça vaut pas les œuvres qu'on voit en direct, quoi, parce qu'à Senlis, il y a une paire de fesses et 2 jambes de lui, un grand tableau qu'avait acheté justement Oudel, c'est sa collection. Et voilà, mais on verra, parce que c'est qualificatif, je me répète, j'ai déjà dit la dernière fois, mais ces catégories on a une manie en France, c'est de catégoriser, tout est catégorisé, et de les voilà, ils sont tantôt, je vous dis, naïfs, tantôt primitifs. Je crois que c'est le terme qui était le plus intéressant, qu'on doit à Hudel, hors norme, outsider, voilà. Toutes ces choses-là, moi je pense que ce sont des artistes, point, le reste on s'en fout. Et les blablas des critiques pour essayer de catégoriser tout ça, ça nous intéresse pas vraiment. Voilà. Alors Camille Bombois, évidemment, il est pas seul, c'est tout un. J'ai un dictionnaire, Piquet-Cool, là aussi, on a un dictionnaire justement des peintres hors normes, il dirait, c'est énorme, et il a dû encore grossir, parce que le mien il doit avoir 20 ans, je pense que c'est à peu près ça, mais ça veut dire que il y a des gens, alors bon, Dubuffet lui a fait une collection d'art qualifié d'art des fous, quoi, enfin quelque chose comme ça,
qui est à Lausanne maintenant. Bon, mais tout le monde n'est pas fou. Tous les peintres primitifs, avec tous les qualificatifs qu'on emploie à leur égard, il y a des gens qui sont comme vous et moi, qui aiment la peinture, qui sont des amateurs, mais qui sont des gens, comme on dit, des amateurs, quoi, qui n'ont pas de formation artistique, qui n'ont pas fait les beaux-arts, etc., mais qui se sont pris de passion pour la peinture. Voilà. On peut dire que Séraphine de Senlis était un petit peu à part. Elle a terminé ses jours quand même dans un asile psychiatrique, mais Bombois, non. Vous voyez, Bombois, lui, il a eu c'était un pépère tranquille, il faisait son petit boulot, puis voilà, il a peint ce qu'il a vécu, en grosso modo. C'est sa vie qu'il a mis en peinture d'une manière particulière, voilà. Donc il faut bien comprendre qu'il y a on peut dire qu'il y a différentes manières de s'exprimer chez ces artistes. Il y a depuis un art qui rappelle un petit peu celui des enfants, jusqu'à un art complètement halluciné comme celui de Séraphine Louis de Senlis. Voilà. D'ailleurs, dans les maîtres primitifs qu'a collectionné ou deux, ils avaient tous des métiers à côté. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pas personnellement, l'art psychiatrique, je suis pas vraiment accro, parce que je pense qu'il y a probablement que les toubibs, les psys et tout ça qui peuvent les comprendre, qui peuvent y être sensibles, mais par contre l'art hors l'art des gens enfermés, parce que Séraphine Louis, le jour où elle est enfermée, un peu comme Camille Claudel, ce sont des destins parallèles, elle n'a plus jamais peint. Voilà. De tous ses copains du cirque forain, pas un n'avait dit au vieux funambule qu'il était aussi parfois somnambule. Ça n'aurait servi strictement à rien. Le public partit quand la lune dehors, à travers les trous de la vieille toile, allumait un ciel tout rempli d'étoiles. Le vieux funambule arrivait alors. Lui qui n'était pas tellement sûr de lui, qui souffrait des reins, qui avait des vertiges, était tout changé, c'était un prodige. Oui, c'était vraiment le jour et la nuit. Plus besoin d'ombrelle ou de balancier, les sauts périlleux devenaient faciles. Il était gracieux, il était agile, comme un demi-dieu sur son fil d'acier. Et ce fut ainsi qu'un enfant le vit, un enfant puni ou un fils de pauvre qui s'était glissé dans l'odeur des fauves et qui le suivait d'un regard ravi. Spectateur fortuit de ce numéro, l'enfant applaudit à tant de merveilles, mais un somnambule, quand on le réveille, comme un funambule, ça tombe de haut. De tous ses copains du cirque forain, pas un n'avait dit au vieux funambule qu'il était aussi parfois somnambule. Les gens du voyage sont des gens très bien. C'était le Funambule, interprété par Jean-Roger Cossimon.
un clin d'œil évidemment au cirque, aux peintures sur le cirque et à la vie au cirque aussi de Camille Bombois. Voilà. Et tout de suite, notre camarade Pacheco va vous parler donc de cette fameuse Séraphine Louis de Senlis. Je pense qu'elle va se régaler. Là, elle a 2 pages de texte en référence. Elle va être intéressante. Ça fait une semaine qu'elle me gave avec ses histoires de Séraphine. Oui, parce que si j'avais pas regardé le film avec Yolande Moreau, tu ne t'y serais pas collé. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. On n'aurait pas pu faire l'émission, en fait. Non, c'est vrai. Voilà. Qui pourrait encore se souvenir de Séraphine Louis, dite Séraphine de Senlis, si effectivement Yolande Moreau n'avait pas en 2008 fait revivre cet artiste habité par la foi, par la Vierge Marie, par la peinture et la folie, et si elle n'avait pas fait redécouvrir son travail. Oui, absolument, elle est magnifique. C'était vraiment une actrice et on est vraiment dans le coup avec elle complètement. On est immergé dans la création de Séraphine. Monsieur qui faisait le difficile. Oui, non. Séraphine, Oui, j'ai des a priori parfois. Merci de m'avoir sorti de l'ornière. Voilà, donc Séraphine, elle naît dans le petit village d'Arcy-sur-Oise en 1864. D'un père horloger, d'une mère domestique de ferme et aussi femme de ménage à l'occasion. Elle devient très tôt orpheline et peu de traces donc de ses premières années de jeunesse. On sait qu'elle va à l'école, que c'est une élève studieuse, qu'elle aime écrire en faisant des pleins et des déliés. C'est une écriture d'ailleurs qu'on retrouvera dans la signature de ses tableaux, une écriture très appliquée. Ce qu'elle aime déjà, c'est se promener dans les champs, parler aux plantes, aux fleurs. Elle va à la messe et elle se nourrit des couleurs des verrières de la cathédrale de Senlis, par exemple. Puis en âge de travailler, elle est placée ici et là, entre Compiègne et Senlis, ou même à Paris, dans des familles bourgeoises, comme femme de chambre ou cuisinière. Mais la vie rurale lui manque. Elle travaille dans une institution de jeunes filles, jetant des coups d'œil à travers l'embrasure d'une porte qui donne sur un cours de dessin. Est-ce que c'est là que va commencer pour elle cette envie de peindre, une envie qui est vite mise à l'écart, car elle sait qu'elle n'a pas d'argent pour s'acheter des toiles et des couleurs. Elle est quand même rebelle et provocante et elle va se réfugier, pour éviter d'avoir une vie trop compliquée, elle va se réfugier derrière les murs du couvent de Senlis. Elle a 18 ans. Donc c'est une jeune femme mélancolique qui vit avec des images, des idéalisations empruntées à des images pieuses, qui sont les cérémonies, les chants religieux. Elle aimerait bien devenir sœur, mais on lui fait comprendre que ce n'est pas pour les gens de sa condition. Elle va rester 20 années dans ce lieu, à travailler dans le potager, à cirer les parquets. Elle est nourrie et logée. Puis, elle doit partir. Elle a des voix qui lui parlent régulièrement, et là, les voix lui ont dit qu'il fallait qu'elle quitte ce lieu. Donc, elle se retrouve dans les rues de Senlis. Elle est prise d'une certaine ivresse, là, d'être sortie de ses murs. Et elle est vêtue comme 20 ans auparavant. Elle a une jupe de sarrau noir, un corsage qui lui remonte jusqu'au cou, un petit chapeau de paille noire et puis plusieurs fichus superposés. Elle trouve du travail un peu partout, mais passe toujours beaucoup de temps dans la nature. Un peu étrange, elle récite des litanies, elle égrène son chapelet, elle parle à sa bonne mère, mais elle sait au fond d'elle-même que de grandes choses vont advenir. Elle attend, puis elle entend son ange lui dire de dessiner, de peindre pour la gloire de Dieu, que c'est le désir de Marie. Et ce sont des fleurs qui apparaissent, des entrelacs de pétales et de feuilles, qui sont peintes sur des planches de bois qu'elle ramasse dans les rues. Mais elle peint aussi sur des potiches, sur des cruches, des cartons, une peinture d'abord un peu timide, puis qui ira crescendo dans l'intensité des motifs et des couleurs. Elle montre son travail à ses employés, qui gentiment la félicitent en lui disant qu'elle peint comme un enfant. Séraphine échange ses peintures contre du pain, du fromage, quelques bouts de viande. Et puis c'est l'hiver, Séraphine trouve un travail chez un Allemand, Wilhelm Uhde, qui vient avec sa sœur passer l'hiver à Senlis. Uhde est amateur et marchand d'art. On sait donc que c'est lui qui a fait découvrir Picasso à Kahnweiler. Et Uhde et Séraphine se croisent, elle arrive le matin, lui part faire sa promenade sur les remparts. Et puis un soir, Uhde est chez des amis, il s'ennuie fermement, et il aperçoit dans un coin une peinture de Séraphine. Ce sont des pommes qu'il compare d'ailleurs à celles de Cézanne, et ces pommes l'enthousiasment immédiatement. Il apprend que l'artiste n'est autre que sa femme de ménage, qui travaille la journée et se donne à la peinture la nuit. Il est séduit. Il l'encourage à peindre, il achète toutes ses toiles,
et décide de subvenir à ses besoins. L'émotion qu'il a ressentie est encore plus forte que celle qu'il avait eue devant le douanier Rousseau. Puis c'est la guerre, 1914, donc Oudeux est allemand, il fuit devant l'arrivée des Allemands, et ses collections, donc comme on disait tout à l'heure, sont saisies par l'État puis vendues aux enchères. Séraphine, elle peint avec de plus en plus de frénésie. Elle est dans un état comparable aux états d'extase. Elle peint à genoux, elle chante des psaumes, et elle s'arrête épuisée et endormie sur le parquet. Quand la guerre est terminée, Séraphine continue de peindre, donc avec toute la puissance et la force qui lui viennent toujours d'en haut. Oudeux, lui, est en Allemagne, donc comme on l'a dit, il milite pour le pacifisme, il fait des conférences sur l'art, et il revient donc en France une dizaine d'années plus tard. Mais là, il n'ose pas revenir tout de suite à Senlis. En fait, il passe ses week-ends à Chantilly, et jusqu'à ce qu'il trouve l'annonce par hasard d'une exposition de peinture d'artistes à Senlis. Donc il s'y rend, et là, on le voit qu'il va de salle en salle, et en fait, il découvre les peintures de Séraphine, qu'on avait gentiment laissé exposer pour l'occasion. Et là, la même émotion le submerge. Donc il achète les toiles de Séraphine. D'ailleurs, c'est la seule qui vendra quelque chose à cette exposition. Et là, Séraphine entre dans quelques années d'une production intense. Elle est plus que jamais habitée par ses voix et elle travaille sur des grands formats qu'elle fait venir de Paris. Donc elle s'enferme dans sa chambre et dans le travail, elle est extatique, elle ne supporte pas d'être dérangée, elle met un petit mot sur sa porte, ne pas déranger, madame ne reçoit pas. Et Oudeux, lui parle des peintres de Montmartre, de Montparnasse. Mais bon, tout ça, ça n'intéresse pas Séraphine. Pour elle, il y a que la peinture qui l'intéresse, et la peinture est qu'on parle avec Dieu. Le reste, pas intéressant pour elle. Mais sa santé psychique s'aggrave, et au fur et à mesure que son travail est décuplé, son état psychique s'aggrave. Elle devient mégalomane, elle devient dépensière, elle rêve d'une grande maison, puis elle achète des tas d'objets inutiles. Et elle accueille le succès comme allant de soi. Donc Oudeux raconte dans son livre 5 mètres primitifs qu'un trait commun entre elle et le douanier Rousseau, c'est qu'ils ont conscience de la grandeur de leur œuvre, non par vanité humaine, mais par la conscience qu'ils ont d'être en relation avec le divin. Malheureusement, la crise de 29 a des répercussions sur les finances de Willem Oudeux, qui ne peut plus suivre les dépenses de Séraphine. Et là, l'état de Séraphine se détériore, ses symptômes délirants s'accentuent, elle se dit abandonnée, et elle perd aussi confiance en Oudeux. Et elle perd l'envie de peindre, et le 31 janvier 1932, des bruits trop violents lui vrillent les oreilles, elle prépare son baluchon, elle emballe ses plus beaux objets, et elle sort en jurant et marmonnant, puis elle dépose ses objets un peu partout dans les rues de la ville. Donc là, on appelle les gendarmes qui arrivent, et qui l'emmènent à l'hôpital de Senlis, duquel elle sera transférée puis internée à l'asile psychiatrique de Clermont-de-Loise. Elle n'en sortira pas, elle ne retouchera plus jamais un pinceau pendant les 10 années de son enfermement. Oudeux s'occupera un petit peu d'elle au début, il payera une pension pour qu'elle bénéficie d'une chambre dans le pensionnat. Donc là, elle aura une chambre particulière. Mais lui, malheureusement, doit aussi se protéger, comme on l'avait précisé, allemand, collectionneur, homosexuel. Donc quand la Seconde Guerre mondiale est là, il est fragilisé. Donc Séraphine restera là jusqu'à ce qu'elle meure à 78 ans en 1942. Elle meurt de faim. Elle est comme les 45 000 malades mentaux qui sont morts de faim pendant la guerre. Et donc elle est enterrée dans la fosse commune. Et donc je me suis inspirée d'un livre de Alain Vircondelet qui s'appelle Séraphine de la peinture à la folie chez Albin Michel. Et là, il raconte qu'à la fin, il y a un grand dossier sur son état psychiatrique parce qu'il y avait beaucoup de notes qui étaient prises, qu'effectivement, elle traînait après, elle avait des délires, elle mangeait l'herbe dans le pré, elle était à quatre pattes, elle se croyait enceinte de jumeaux qu'elle devait nourrir, elle avait un cancer du sein, enfin c'est vraiment, c'est terrible, quoi. Et quant à sa technique picturale, elle est restée assez secrète. Donc Séraphine peint selon son instinct. Et elle sait comment mélanger des boues, de la terre, des mousses, des peintures de bâtiments et même du sang. Et elle utilise donc l'essence qu'elle subtilise dans la lampe de la Sainte Vierge. Elle utilise de la laque Répolin. Et ce qu'on voit, c'est que les pigments tiennent encore aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'altération et que les mélanges gardent leur profondeur et leur relief. Voilà. Ajouter aussi peut-être que Séraphine en fait est contemporaine de Camille Claudel, et Camille Claudel donc qui meurt dans les mêmes conditions. Interné quelques mois, pas au même endroit, mais interné comme Séraphine pendant 30 ans, quoi. Oui. Meurt de faim. Meurt de faim, ouais.
Ouais, qu'en fait, avec les restrictions, effectivement, le personnel des hôpitaux psychiatriques donnait moins à manger aux malades qui, eux, en fait, avaient besoin d'être très bien nourris, justement, pour avoir des repères et pouvoir à peu près survivre, quoi. Oui, ils donnaient moins à manger aux malades parce qu'ils prélevaient de la nourriture pour eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc, je sais pas, tu veux un petit parler de... Tu pourrais parler du film aussi, non? Ouais, le film, on en a déjà un petit peu parlé. Donc, oui, c'est un très beau film. Donc, c'est un film c'est un film franco-belge de Martin Provost qui est sorti en 2008. Alors, moi, la seule chose qui ne fonctionnait pas, c'est que apparemment Séraphine peignait partout. Donc dans le film, on voit sa petite chambre, elle est dans les gris bleus, tout est un peu très esthétique. D'après ce que j'ai lu, elle peignait des fleurs partout. Donc, donc il devait y en avoir plein la chambre. Il devrait y en avoir plein la chambre. Mais c'est un petit peu comparable à Chessac, parce que lui aussi peignait sur des bois de rebut, il peignait sur des vieilles poubelles, des vieux machins cabossés et tout. Un peu comme Séraphine d'ailleurs, hein. Il y avait un petit parallèle là quand même. Alors que lui n'était pas dans l'état de Séraphine, mais quand même il y avait chez lui une passion aussi, et il fallait qu'il travaille, mais sur n'importe quoi. Il a travaillé des épluchures, il a travaillé sur des rognures, enfin bref, voilà. Il y a quand même quelque chose de similaire entre les deux parcours, en tout cas pour ce qui concerne la technique de peinture ou le matériel ou les supports, voilà. Ouais. En fait, le film, c'est vrai que Yohan Moreau est complètement habité par Séraphine, quoi. On a du mal à faire la différence. Et dans les petits commentaires qu'on avait vus sur le film, en fait, apparemment, chaque acteur de ce film avait appris à faire ce qu'il fallait. Donc, Yohan Moreau a appris à peindre et à faire des faux Séraphines. Oui, elle est capable de maintenant de faire des faux de Séraphine, oui. Carrément. Non mais c'est ça, le U2 joue du piano, il joue du piano, c'est un musicien de jazz de toute façon. Alors il joue du piano dans le film, l'acteur, enfin un musicien de jazz joue du piano merveilleusement. Enfin chaque acteur avait un rôle qu'il a vraiment assumé à fond, quoi. Voilà, c'est pour ça que ça fait très authentique comme film. Il y a rien qui est gênant, enfin. Et nous on est allé donc à l'expo Séraphine de Senlis, de l'ombre à la lumière, au musée d'art et d'archéologie de Senlis, qui est dans l'ancien Palais épiscopal, magnifique musée, une entrée qui coûte rien, 3 € et pour les centenaires 2 €. Je me suis présenté comme centenaire, donc j'ai eu une rabais d'1 €. Non mais c'est délirant. Un accueil magnifique avec deux dames là, vraiment d'une gentillesse. Ce qu'on peut dire surtout, c'est que dans ce musée, on s'est retrouvé comme Willem Oude devant les peintures de Séraphine. Et qu'on a eu toute cette même émotion, en fait. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment très très surprenant. Il y a une peinture particulièrement où il y a ce petit ruisseau bleu là. Et comment c'est c'est l'arbre de paradis. Ouais, l'arbre de vie ou quelque chose comme ça. Mais alors là, vous voyez, là vous en avez plein la gueule. Et puis je pense que c'est la même intensité que la peinture de Van Gogh, quoi. Il y a des parallèles quand même assez frappants entre la violence de l'un et de l'autre, quoi. Enfin, c'est pas une violence physique, hein, c'est dans les couleurs, voilà, c'est quand même très étonnant de regarder cette peinture. Je pense que de toute façon, rien ne vaut les reproductions, ça le fait pas du tout, hein. Ce qu'il faut, c'est voir les originaux, parce que on est quand même ailleurs avec les originaux qu'avec les reproductions. Les reproductions peuvent vous donner une idée comme ça, voilà, mais quand on a vu les vraies peintures et qu'on met à côté le catalogue de l'expo, je veux dire que même probablement que les meilleurs photographes, les meilleurs imprimeurs, ils arriveront jamais à vous donner l'émotion des originaux, quoi, voilà. Mais déjà, il y a les formats. C'est vrai que moi, avant, j'avais juste vu des petites reproductions. Je me disais, oui, bon. Et là, quand on voit effectivement un tableau qui fait 2 mètres de haut, on est sous le charme, sous le choc. Oui, tout à fait, oui. Oui. Puis le lieu est très beau. En même temps, vous voyez, c'est vraiment une exposition pensée. En même temps, ils en ont pas mis des tonnes. Ils ont essayé d'équilibrer les simèses, vous voyez. Et je dis, la lumière, c'est une lumière naturelle, souvent. Vous êtes dans un lieu dédié à l'art, mais un très 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 beau lieu. Il y a aussi, comment dirais-je, il y avait un bon bois, il y avait aussi d'autres. Il y avait Beauchamp.
Beauchamp, il y avait Vivin. Ouais, Vivin. Et puis il y a le peintre Maison Couture aussi, un peintre du 18e. Et il y a aussi un musée archéologique fantastique. On a vu des espèces de sculptures de tête assez extraordinaires qui devaient être ou des gargouilles, je sais pas. Enfin, c'est des trucs de cathédrale, je crois. Vraiment de l'expressionnisme avant l'heure, hein, sculptés par des anonymes, hein, comme c'était souvent le cas dans les cathédrales, quoi. C'était les tailleurs de pierre qui sculptaient en même temps, qui sculptaient les gargouilles, qui sculptaient toutes ces choses-là, avec un imaginaire extraordinaire, quoi. Il y a quelque chose là. Avec des dents, enfin, des dents qui ressortent, un gros nez, mais il y a vraiment une expression incroyable dans ces sculptures. Puis elles sont grosses, enfin, elles font bien 60 cm de haut. Enfin, et puis des têtes énormes, oui, bien sûr, qui devaient être accrochées sur une cathédrale. La cathédrale d'ailleurs de Senlis est magnifique. C'est une des premières, je crois, cathédrale gothique de France, et elle est d'une richesse architecturale et sculpturale étonnante, quoi. Il y a la sculpture lapidaire, quelque chose de assez fantastique, hein. Et on retrouve, en se baladant, on a voulu voir où habitait Séraphine. Ouais, dans la rue du Puy-Tiphaine, là, qui est derrière le parc du château, là. Ouais. Et là, on a vu évidemment les fenêtres de son logis, et c'est resté dans son jus, hein. On se casse assez les pattes d'ailleurs dans Senlis, parce que tout est pavé, et puis le pavé, bon, c'est des pavés inégaux. Il paraît qu'il y a des chevilles qui se cassent à Senlis. Si vous avez des talons hauts, il faut être un peu nunuche pour se balader dans des rues comme ça avec des talons hauts. C'est si votre talon se coince, là, il y a pas bon, hein. Voilà, mais c'est une ville vraiment étonnante. On est ailleurs, qu'on n'est plus au XXe siècle. Il y a une foule d'hôtels particuliers où, bon, d'accord, c'est pas vraiment notre tasse de thé, mais architecturalement, c'est quand même assez étonnant, quoi. On veut dire, c'est vraiment une ville médiévale qui est restée complètement dans son jus. N'est-ce pas, cher ami? Ouais. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que les peintures de Séraphine qui sont donc dans ce musée, donc c'est une exposition qui est pour fêter le 150e anniversaire donc de sa naissance, et que c'est la sœur de Willem Oude qui a fait don à la ville de Senlis d'une partie de ses toiles. Elle était également peintre, et on parlait de Dina Vierny il y a quelques semaines. Et en fait, Dina Vierny a été très rapidement aussi collectionneuse des œuvres de Séraphine, et elle a prêté quelques œuvres donc pour cette exposition. Et Dina Vierny, d'ailleurs, je lisais que c'est elle aussi qui subvenait aux besoins de la sœur de Oude, en fait, qui était peintre, qui avait plus de quoi vivre, et Dina Vierny lui la faisait vivre. Ouais, parce que la sœur de Oude, avec son frère, si vous voulez, elle a aidé son frère dans les moments difficiles. Elle était toujours là, près de lui, pour le soutenir, pour lui. Voilà. C'était aussi un frère et une sœur qui étaient assez solidaires, dans le succès comme dans la misère, quoi. Voilà. Et elle aimait beaucoup, apparemment, Séraphine, la sœur enfin, en tout cas, dans le film, il y avait une certaine, d'ailleurs, il y a très peu de portraits photographiques de Séraphine, et on les doit à la sœur de Oude, quoi, qui a pu parce que, de toute façon, Séraphine, se faire photographier, c'était pas son truc, et elle a pu la photographier parce que, justement, elle était proche d'elle, autrement, elle n'aurait jamais pu la photographier, quoi. Et je dois dire que l'actrice qui interprète Séraphine est quand même beaucoup plus agréable à regarder que la vraie Séraphine, qui avait vraiment une tête, enfin, c'est une paysanne, quoi. Donc elle était, vous savez, avec les traits assez rudes, enfin bon, on sentait que c'était pas, alors que l'actrice qui l'interprète est un peu ronde, voilà, et même si elle traduit dans l'esprit, à mon avis, elle traduit bien ce qui habitait Séraphine. Bon, elle a quand même une comment dirais-je, une beauté qui est quand même plus attirante que celle de Séraphine, qui était beaucoup plus ingrate, quoi. Ouais. Et je me disais, ce qu'on a oublié de préciser quand même, c'est l'admiration qu'on a pu avoir, enfin pour Oude, quand on voit le petit tableau sur lequel il craque chez ses amis. Là, c'est un petit tableau sur du bois, il y a quelques pommes. Et c'est vrai qu'on s'est dit qu'à partir de là, il avait découvert que Séraphine serait une grande peintre. Ça nous a quand même laissé un peu baba, quoi. Ah oui, complètement. Comment pouvait, parce que d'ailleurs, ces pommes, elles sont au musée de Senlis. Vous pouvez les voir, évidemment,
de près. Et bon, j'aurais jamais pu imaginer, si j'avais été à cette époque-là, en découvrant ces pommes, j'aurais probablement fait burk, quoi, quelque chose comme ça. Mais Oudeux, lui, il a vu tout de suite, là, il a tout de suite senti la puissance qu'il y avait derrière, quoi, ou qu'il y avait dedans. Je peux pas dire exactement, mais voilà, et c'est vrai que c'est un personnage extraordinaire, extraordinaire parce que il a su découvrir alors qu'il y avait rien qui pouvait, si lui n'avait pas fait cette découverte, comme le disait Piquet-Court au début de son exposé, jamais Séraphine n'aurait été connue du grand public, quoi. Et elle n'aurait pas fait probablement l'œuvre qu'elle a faite, parce que lui, évidemment, il l'a aidé, mais il lui a même offert des peintures dont elle s'est jamais servie. Elle voulait pas parce qu'elle avait ses propres recettes de peinture. Et elle voulait pas utiliser les peintures en tube, quoi. C'était pas son truc, ça. Donc, elle les a laissées intactes. Elle s'en est jamais servie. C'est quand même assez extraordinaire aussi, quoi. Je veux dire. Et moi, j'avoue que sans Oudeux, le portrait de Séraphine serait moins intéressant à faire, quoi, parce que lui, il est vraiment présent, là. C'est quand même quelqu'un qui a découvert les Demoiselles d'Avignon, quoi. C'est lui le découvreur de Picasso, en fait. C'est pas Canneveller, hein, c'est lui. Parce qu'il achète pour 10 francs le premier Picasso. Picasso qui est signé P, là. Ouais, voilà, tout à fait. Non, c'est un personnage. Et puis on sent il est habité, quoi. On sent, il donne tout. Enfin, tout de lui-même, en tout cas, parce que bon, à un moment, il peut plus suivre les frasques financières de Séraphine. Il faut dire qu'elle y allait fort, hein. C'était des milliers de francs à cette époque-là, voilà. Et bon, quand il y a eu la crise de 29, des gens comme Oudeux, ils étaient sur quasiment en faillite, quoi, voilà. Et c'est peut-être ça aussi qui a précipité la fin de Séraphine, parce que son rêve se brisait, quoi, voilà. Et elle a dû affronter la réalité, et elle s'est trompée. Elle pensait qu'Oudeux ne l'aimait plus, que son art ne l'intéressait. C'est pas du tout ça, lui. Il l'aimait toujours autant, mais il avait plus les moyens de l'aimer, si on peut dire, quoi, voilà. En lui prouvant, en lui achetant, etc., voilà. Et ça, c'est terrible, d'une certaine manière, pour elle. Mais tôt ou tard, probablement qu'elle serait quand même devenue ce qu'elle est devenue, et que tôt ou tard, elle aurait fini probablement aussi dans un asile psychiatrique, puisqu'elle était épuisée aussi complètement. Elle avait tellement donné, le jour, la nuit, etc. Elle s'était complètement donnée à cet art, et comme je vous disais dans la citation du début, la citation de Baudelaire, vous voyez, l'étude du beau est un duel où l'artiste crie de frayeur avant d'être vaincu. Et là, on le voit bien, qu'elle crie de frayeur. Voilà, et puis qu'elle est vaincue à la fin. Oudeux n'en est pas vraiment responsable, en fait, c'est ça. Elle s'est brûlée, quoi. Sa passion l'a complètement calcinée. Ouais. Alors si on veut donc aller un petit peu plus loin, donc moi le livre donc que j'ai lu pour illustrer un peu la vie de Séraphine, donc c'est un livre donc je disais d'Alain Vircondelay qui s'appelle Séraphine de la peinture à la folie chez Albin Michel. Mais au musée de Senlis, ils vendent un autre ouvrage qui est de Françoise Cloarec qui s'appelle La vie rêvée de Séraphine de Senlis. Et donc il y a aussi ce livre sur Oudeux qui s'appelle De Bismarck à Picasso aux éditions du Linteau. Voilà. Et on peut conseiller une journée pour nos auditeurs. Nous on est allé en voiture, c'est 40 km, c'est 3/4 d'heure. Sinon il y a un train qui part de Gare du Nord qui va à Senlis, ça peut prendre 1 heure. Il y a des trains, ça dépend des horaires, mais entre toutes les demi-heures et toutes les heures. Et après donc on peut visiter ce musée, on peut se promener dans les rues de Senlis. Enfin c'est vraiment une belle journée, quoi. Et si on est en voiture, il y a de magnifiques forêts aux alentours. Il y a au nord de Senlis, il y a la forêt d'Alatte, et au sud de Senlis, il y a la forêt d'Ermenonville et la forêt de Chantilly. Ouais. Et je peux vous dire que j'ai vu là dans la forêt, c'était quelle forêt nous? Nous on est allé à Ermenonville. Hermenonville, j'ai vu un sous-bois mais extraordinaire. Il y avait, l'après-midi finissait, et il y avait c'était un sous-bois de pins très 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 haut, très très grand, un tru. C'était des troncs, quoi, avec une petite touffe en haut, et il y en avait des droits, il y en avait des un peu courbes, etc. C'était une espèce de choses comme ça, de lignes dans le fond d'un vallon,
éclairé par le soleil, par des rayons du soleil un peu qui est un peu à la ramasse, qui commençait en tout cas, et ça éclairait ce sous-bois d'une manière quasiment magique, parce que c'était un peu nimbé de brume, enfin il y avait quelque chose, vous voyez, on était vraiment ailleurs, quoi, presque impossible à saisir en peinture, peut-être en photo, mais en peinture c'était un instant tellement bref où les troncs devenaient orange avec une base grise qui montait peu à peu, prenait la place de l'orange, mais c'était absolument extraordinaire. Son esprit l'a quitté dans les carrelages blancs. Ici la déesse traquée hurle de temps en temps. Là où les dés sont truqués un peu trop souvent. Là où on offre de force des tonnes de calmants. Elle a brisé la glace pour ne plus se voir en face. Elle attend 7 ans de malheur en confondant le pire, en oubliant le meilleur perdu dans ses traces. Elle regarde ceux qui l'entourent et se met à sourire. Pauvre fille perdue dans ces vieux drames, assez débile pour habiter mes démons et mon âme. On l'a dit folle pour parler à la mort, mais pour l'instant, elle se tient encore. Elle se bloque toujours sous les échelles. Elle porte la poisse à tous ceux qui la croisent. Pour elle c'est toujours l'île aux merveilles, quand tous les félins sont noirs. Et puis elle entend des sons, elle se dit que c'est la mer. Elle défie du menton les gels et cliniques. Bienvenue dans son état somnifère, où sa survie reste chimique. Alors elle rêve. Elle rêve dans le pavillon des fous, se voit sortir et oublier tout. Elle va tenter de se tirer d'ici, ce sera sûrement un jeudi. Tout est trop lourd ici et personne ne la croit. Pour l'instant, elle se tient encore. Tout est trop lourd ici et personne ne la croit. Elle commence à perdre son calme. Pavillon des fous, se voit sortir et oublier tout. Elle pourra enfin regagner le calme et ne plus être à genoux. Et puis elle va vous condamner tous un par un. Et vous n'aurez alors plus aucune chance. On verra alors même trembler ses mains quand viendra l'heure de votre sentence. Vous rêverez dans le pavillon des fous. Vous croirez sortir un jour, mais pas du tout. Vous resterez dans le pavillon des fous, et vous connaîtrez à votre tour ce à quoi elle rêve. Elle rêve dans le pavillon des fous, se voit sortir et oublier tout. Elle va pouvoir enfin se venger de vous. Elle rêve dans le pavillon des fous, se voit sortir et oublier tout. Elle pourra enfin regagner le calme et ne plus être à genoux. C'était Café Bertrand, le pavillon des fous. Après cette rediffusion, les expos Daniel Cordier au Musée de la Libération jusqu'au 13 juillet, Willy Ronis à Nogent-sur-Marne jusqu'au 31 juillet, Suzanne Valadon à Pompidou jusqu'au 26 mai, ça se termine. L'art dégénéré au Musée Picasso jusqu'au 25 mai, Artemisia Gentileschi, héroïne de l'art au Musée Jacques Marandré jusqu'au 3 août, Maximilien Luce, l'instinct du paysage au Musée de Montmartre jusqu'au 14 septembre, Christiane Krog, Peuple du Nord au Musée d'Orsay jusqu'au 27 juillet,
Gabriele Münter, peindre sans détour au musée d'art moderne de la ville de Paris jusqu'au 24 août. Aubusson tisse Tolkien au Collège des Bernardins jusqu'au 18 mai. C'est bientôt fini, il faut se dépêcher, c'est gratuit et c'est magnifique. Trésor caché de Gaza à l'Institut du monde arabe jusqu'au 2 novembre. Et une exposition Eugène Boudin, le père de l'impressionnisme, au musée Marmottan jusqu'au 31 août 2025. Le culturel de la semaine. Robert. Eh bien, j'ai regardé, écouté sur la téloche, sur LCP, une émission consacrée à 6 femmes résistantes et rescapées de Mauthausen, de Auschwitz-Birkenau. Enfin, parce qu'elles ont été après. Bref. Dans ces femmes, il y a évidemment Geneviève Antonios de Gaulle, il y a Vaillant Couturier, il y a Germaine Tillon et trois autres journalistes, écrivaines, et voilà, dont je n'ai pas forcément retenu tout à fait le nom, mais vous le retrouverez si vous regardez cette émission, qui dure près de 2 heures. Voilà, c'est une émission animée par Patrick Cohen, qui est assez... enfin, c'est passionnant parce que c'est vraiment... Elle parle... Vous avez 6 rescapés des camps de la mort qui parlent d'une manière très humaine, très simple, de leur séjour dans ces camps et de la manière dont elles vivent après, parce que c'est tourné en 1959, je crois, donc 14 ans après la libération des camps, voilà. Et elles ont vraiment... de regarder et d'écouter ces femmes, c'est quelque chose, c'est un voyage totalement fascinant, parce que quand on comprend ce qu'elles racontent, la description de leur calvaire abominable, on est vraiment complètement plus qu'admiratif. On est saisi par une espèce de comment dirais-je, d'admiration extraordinaire pour leur parcours et surtout leur survie, quoi, parce que une survie qui est, comme on le sait maintenant depuis qu'on entend ou on entend ou on voit des documentaires sur cette période atroce, que toutes ces femmes ou ces hommes qui en sont sortis le sont grâce à une solidarité entre eux qui a permis justement de surmonter cette comment dirais-je, ce plongeon en apnée dans les profondeurs de l'horreur, quoi. C'est vraiment quelque chose. Quand on réussit à tenir 2 heures devant une telle hallucination d'horreur, c'est tellement, c'est terrifiant. On n'en sort pas indemne. Tout ce que je peux dire, et je ne le recommande pas forcément à tout le monde, il faut vraiment être un peu solide, quoi. C'est-à-dire un peu plus fort que moi, parce que moi, je pense à chaque fois que j'en prends des grands coups dans la gueule. Ouais, bon, l'avantage des replays, c'est qu'on peut aussi le regarder par morceaux, en plusieurs fois, ce qui peut être aussi pas mal. Voilà. Alors sinon, moi j'ai terminé le livre que je disais la semaine dernière, La Pierre Lemaitre, Le Serpent majuscule. C'était donc le premier livre de Pierre Lemaitre qui est écrit en 85, qui n'avait jamais été édité. Donc c'était un peu sa manière de clore un peu son idée de polar. Donc c'est un livre qui a une lecture addictive. On est dans ce personnage de Mathilde qui a 63 ans, qui a fait de la résistance, qui a
qui a été médaillée et qui est devenue tueuse à gages pour les services secrets français, qui perd un peu la boule, qui est assez particulière, qui fait de plus en plus n'importe quoi, qui a des missions et on ne sait pas où elle va aller. Et en fait, il y a beaucoup d'humour noir, c'est assez cynique. Pierre Lemaitre ne fait aucun cadeau à ses personnages, donc faut pas s'attendre à un revirement magique de la situation, à un happy end, voilà. Mais en même temps, moi je me suis surprise à lire ça d'une traite. Il y a à peine 300 pages et vraiment ça se lit à toute vitesse. Je pense que c'est moins travaillé que les autres livres que écrit Pierre Lemaitre maintenant, où il fait vraiment des trilogies sur l'actualité, des sagas sur le siècle et tout ça. Mais voilà, mon fils me disait, pour quelqu'un qui aime pas lire, ça peut être un bon contact avec la lecture parce qu'on rentre quand même dans ce bouquin. Voilà, moi je l'ai emprunté à la bibliothèque, donc c'est pas mal aussi. Voilà. Salut aux Amanches, Claude et André de la Nation, Claude et William, nos potes de Brest. Ils sont vivants, soyez rassurés, les copines et les copains. Jean-Paul Souvraz, notre grand peintre de Schnorr de Coup de Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque. Salut Polo. Claudine, copine à ma camarade Piquet-Cou, qui habite pas loin de la Nation elle-même, d'ailleurs, voilà, avec son pote Laurent. Salut Laurent. Corinne, Emmanuel et Fredo, trois potes qui font dans la barbouille, la tapisserie. Juliette Planck, une graveuse en relégation à Rochefort-sur-Mer, qui travaille la lino, le bois, la gouge, et qui ouvre son atelier à des gens qui ont envie de se frotter à la gravure. Voilà, c'est payant. Bon, c'est pas non plus gratuit, parce que bon, mais en même temps, vous pouvez fréquenter un univers merveilleux. Voilà. Sophie Milloutreix-Brageux, une graveuse versaillaise qu'on aime beaucoup, elle et son travail. Clément, qui grave sur tout ce qui bouge. Le Van Gogh de la taille d'épargne. Un phénomène. Agnès Dubart, une graveuse en relégation en Bretagne Sud, après avoir été en relégation en Ariège, et être partie de l'île où on l'a rencontrée pour la première fois. Qui ouvre aussi son atelier à des amateurs de gravure qui veulent s'initier à cet art tout à fait extraordinaire. Thierry Merciot, un graveur bruxellois dont on a rencontré l'œuvre et la personne à une biennale à Saint-Maurice, où il a été reçu comme un premier prix. Alice Amoroso, une très jeune graveuse qui revient d'une résidence de 3 mois à la Casa Madrid. Alors ma camarade va la rencontrer bientôt pour faire un petit entretien qu'on publiera évidemment sur notre blog à racaille.fr. Rolf Villoula, un graveur aussi de la même génération qu'Alice, qui peint aussi et qui grave qui relie ses gravures en faisant des bouquins avec des belles reliures. Bravo Rolf. Colette et Jacqueline, 2 veuves d'artistes plasticiens, hélas aujourd'hui décédés. Colette a rejoint Odon, voilà, et Jacqueline, on ne sait pas très bien ce qu'elle est devenue. Liliane et Laurence, qui sont 2 écrivaines de polar, dont il ne reste que Laurence, Liliane ayant mis les bouts, voilà, définitivement, pour rejoindre les plaines du Grand Manitou. Et Geneviève, notre sorcière bien-aimée, qui l'a aussi glissé il n'y a pas très longtemps, et ma camarade Piquet-Cou, on est encore toutes émutes. Ouais, je pense souvent. Ouais, la Rousse Flamboyante, qui ne l'est plus d'ailleurs, et qui anime 3 émissions sur une radio ONI, à destination des enfants et de leurs parents. Très belles émissions, parce que c'est une ancienne institutrice, donc elle sait dont elle parle. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bon-Marlotte, que nous avons découvert, enfin on a découvert l'œuvre, mais après on était dans son atelier, dans une cour fermée, un truc, vous voyez ça, enfin bref, voilà. Et elle exposait sur les 6 messes de la librairie L'Empreinte de Florence Quenu à Bon-Marlotte. Dominique Paula d'Ardouin, une galériste aimée, aujourd'hui hélas disparue, ainsi que sa maman Thérèse Franco.
on garde un souvenir ému de Dominique Paula d'Ardouin, qu'on a rencontré à plusieurs reprises et qu'on aimait beaucoup. Antoine Manoury, un musicose du groupe de Padam Swing. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont changé leur nom, mais... Ouais, voilà. Salut Padam Swing. Et Anna Sinoratska, une peintre polonaise dont on aime profondément beaucoup, très bien l'œuvre. L'émission est à l'écoute sur notre blog caracoy.fr. On se finit avec Faut vivre de Mélis. Salut à tous. Salut les copines, salut les copains. Je vais écrire à Alice, tiens. Hein? Je vais écrire à Alice. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut pardir et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue l'enfant mort, si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.